Ah, ça commence. Très bien. Je crois qu'on peut démarrer. Bien, nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi après une matinée qui fut très riche en analyse et mise en perspective. Alors, je vous propose de continuer cet après-midi avec une session dédiée à l'actualité du retail sous deux angles. Un premier angle qui sera la vision d'Alexandra Butelier en tant que déléguée générale de la FCA, et un deuxième angle au travers de la remise du prix du meilleur ouvrage, et nous aurons le plaisir d'avoir le lauréat qui nous partagera la manière dont son ouvrage peut inspirer le monde du retail. Et je laisse sans plus tarder la parole à Alexandra Butelier. Bonjour, merci Adeline. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Alors, honnêtement, je vais laisser la part belle aux auteurs. C'est eux qui le méritent et qui ont des choses passionnantes à nous raconter. Donc, juste peut-être, donc je suis effectivement Alexandra Butelier, déléguée générale de la FCA, Fédération du commerce coopératif associé. Donc, on regroupe au sein de notre fédération ce qu'on appelle les coopératives de commerçants, que vous connaissez bien. Et donc des réseaux d'indépendants organisés sous format coopératif, c'est à peu près donc 30% du commerce de détail en France, à travers 42 000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça qui est important, surtout en cette période que nous traversons. Nous ne sommes pas présents ou très peu dans les grandes villes, mais principalement un maillage territoire très important dans des villes de petite ou de moyenne taille. Alors, le lien avec le commerce, bon, il se dit beaucoup de choses et je pense que les choses les plus intéressantes ont déjà été dites. D'un point de vue un peu égoïste, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, beaucoup nous prédisaient un avenir très noir, nous étant le commerce associé, parce que justement, nous sommes implantés dans des petits territoires, sur des petites zones de chalandise, et que la mouvance était vers une concentration dans les très grandes villes, voire les super mégapoles. Bon, nous, c'est pas notre credo, donc de toute façon, on ne pouvait pas changer. Et effectivement, finalement, ce qui se passe en ce moment, quelque part, nous donne raison ou légitimise encore plus notre raison d'être, c'est-à-dire des magasins de taille moyenne, de proximité, même si on est aussi dans de la grande distribution, mais surtout dans les territoires et au plus proche de là où les gens vivent. Et effectivement, on s'aperçoit avec tout l'aspect psychologique que peut représenter cette cochonnerie en ce moment et l'influence qu'elle a sur le comportement des gens, leurs envies, leurs craintes, leurs peurs et autres, avec cette forme de commerce de proximité, mais pas que géographique, elle est aussi proximité dans la relation que les commerçants ont avec leurs clients, parce que ce sont des gens des crues, ce sont des gens qui sont implantés là depuis longtemps et qui se connaissent. Finalement, on retourne un peu aux valeurs que sont celles des coopératives, qui sont le partage, la solidarité, etc. Et donc, c'est pour ça que depuis au moins presque 15 ans, nous suivons avec beaucoup d'intérêt tous les travaux du colloque Étienne Thiel. Et je me souviens des premiers pas à La Rochelle où je découvrais cet univers, principalement les chercheurs à l'époque, qui m'avaient beaucoup interpellée. Et donc, on a voulu aller plus loin. Et depuis quelques années, on présente donc, avec l'équipe organisatrice du colloque, des ouvrages qui nous sont soumis. J'avoue qu'il y a une présélection qui nous est faite de la part des organisateurs et qui nous donne vraiment la crème de la crème pour après essayer, nous, de trouver un ouvrage sur lequel on a envie de nous exprimer. Alors, je ne vais pas vous faire, bien que ce soit vrai, c'est quand même toujours très difficile de faire des sélections. On en avait un peu deux qui étaient vraiment dans la dernière ligne droite. Je vais vous les montrer. Donc, on avait l'ouvrage Digital Native Vertical Brands de Sébastien Tortu. Et puis, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, Luxe et Retail, des co-auteurs Michel Chevalier et Michel Guezans. Alors, c'est vrai que, bon, voilà, moi j'ai eu un coup de cœur, j'avoue, pour le dernier ouvrage, Luxe et Retail. Je connais pas le retail du luxe. C'est vrai que mes adhérents sont plus dans la grande conso, on est dans la distribution alimentaire, le jouet, le sport, etc. Et c'est vrai, le luxe a toujours une image pour moi
voilà, un peu à part. Et j'étais absolument emballée quand je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points communs et que du moins l'analyse que vous aviez portée sur cet univers qui pour moi, et je vous dis encore, tout un monde, on parlait de la même chose et que le retail finalement restait du retail, à savoir que les points les plus importants, ce que vous évoquez, c'est de mettre le consommateur au centre, plus que jamais, de se poser la question de la légitimité du magasin physique plus tard, de comment est-ce qu'il doit être articulé, de comment est-ce qu'on organise le physique avec le digital, de l'importance du service, de rendre le client unique, de l'accueil qu'on lui porte. Et je me disais, mais attends, on parle de luxe ou on parle de grande distribution ou de grande conso? Et alors après, évidemment, et c'est là où ça m'a absolument emballé, c'est que le contenu et l'approche divergent, bien évidemment, de par la spécificité du secteur. Mais moi, ça m'a beaucoup plu de me dire que finalement, le retail était à la fois un et unique, parce que quel que soit le retail dont on parle, la façon dont on doit l'aborder, les questions qu'on doit se poser sont les mêmes, elles sont universelles. Et ça, je trouve que ça les renforce encore plus. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que les réponses, en revanche, derrière, divergent et que la façon de les approcher sont différentes. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je serais vraiment très heureuse de vous entendre pour que vous nous disiez, pour vous, quels sont les points fondamentaux sur lesquels il faut s'arrêter pour comprendre le retail dans l'univers du luxe. Écoutez, merci beaucoup. Merci Alexandra. Je vois que Michel Chevalier s'est connecté. On ne le voit pas en caméra. Mais je suis là en principe, j'arrive pas à me connecter en caméra. Voilà, mais on entend ta voix, donc c'est très bien. D'accord. Voilà. Écoutez, d'abord, je peux dire que nous sommes très fiers. Vraiment, sincèrement, Michel et moi, on a été étonnés, fier. Je dirais que moi personnellement, ayant aussi une histoire avec un de vos adhérents, parce que j'ai travaillé longtemps pour Intermarché, donc c'est un milieu que je connais bien, et peut-être partager une anecdote pour commencer, pour aller dans votre sens, et puis ensuite je laisserai la parole à Michel. Il y a quelques années de cela, alors que je dirigeais une agence de design packaging, on faisait beaucoup de marques propres pour Intermarché. On travaillait aussi pour une très grande marque de luxe française. Et cette marque, un jour, nous a demandé de leur préparer un séminaire d'une journée sur la marque et la distribution. Et tenez-vous bien, on a passé presque une demi-journée sur la distribution moderne, sur Intermarché. Que faisaient les distributeurs comme Intermarché pour valoriser leur marque propre, et c'est ça qui est passionnant, c'est de se rendre compte qu'effectivement il y a tout de même un soubassement qui est commun, le retail reste le retail, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans notre ouvrage, et je pense que Michel va pouvoir développer ça sur un certain nombre de points. Je reviendrai après sur d'autres points. Oui, ce que je veux dire, moi, je suis très heureux, évidemment, d'être là aujourd'hui. Désolé si vous me voyez pas, mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai fait un doctorat aux États-Unis. J'ai fait un doctorat aux États-Unis sur le commerce. Et mon doctorat, c'était de vérifier qu'est-ce qui se passe quand on fait une tête de gondole en bout de supermarché. Combien les ventes vont augmenter. Bon, vous connaissez le chiffre, c'est 4,7 fois plus de ventes quand vous êtes en tête de gondole, mais je regardais quel est l'impact sur la part de marché pendant la vente en tête de gondole et quel est l'impact le mois après, parce que pour mesurer évidemment les gens qui stockaient le produit, etc., mais qui stockaient, quels étaient les nouveaux usagers, etc. Et j'avais une thèse, c'est que les têtes de gondole sont pas valables pour des nouveaux produits et sont valables pour des produits existants. Ça, c'est une thèse qui a été confirmée. Donc, j'ai travaillé, moi, à l'époque, on mettait des étiquettes sur les produits. J'ai travaillé dans une douzaine de supermarchés pendant 3 mois, à changer l'étiquette, à voir l'impact des réductions de prix, etc., pendant une semaine, etc. Donc, moi, je viens par hasard de cette distribution. Et cette distribution,
elle était toujours perçue, les gens me disaient, ah, c'est le spécialiste des têtes de gondole, etc. Et c'était perçu de façon un petit peu ridicule comme une activité que moi j'ai trouvée passionnante parce que déjà très scientifique, mais les gens disaient, oh là là, à quoi ça sert ce truc-là, etc. Puis bon, j'ai fait une carrière par hasard dans l'industrie du luxe. Et quand le luxe s'est ouvert à la distribution, moi j'ai démarré dans le luxe il y a 25 ans, et à l'époque on vendait en gros, dans les magasins, on était dans les grands magasins, on avait des distributeurs, donc des grossistes qui vendaient à des détaillants, etc. Donc notre boulot, c'était de faire des produits qui étaient bons et qui étaient mondiaux. C'était ça le boulot. Et puis petit à petit, ce travail a changé parce que les grandes marques, les marques les plus puissantes, ont voulu avoir leur propre magasin et ils sont aperçus qu'il fallait les gérer et qu'ils ne savaient pas les gérer. Et moi, j'ai honte parce que si vous voulez, pendant très longtemps, j'ai dirigé, j'avais 200 magasins en Asie, de magasins de luxe, et je ne savais pas ce que c'était qu'un taux de conversion. Donc j'avais mes 200 magasins, je les gérais sans jamais demander de taux de conversion. Je savais pas ce que c'était, si vous voulez. Et petit à petit, les gens du luxe se sont améliorés avec de l'apport des gens qui venaient de la grande distribution. Donc en gros, si vous voulez, le fait que nous, on a écrit ce livre, bien sûr, pour le luxe, mais en sachant, si vous voulez, qu'il n'y a pas une différence énorme. Bon, les gens sont différents, les produits sont différents, etc. Mais les règles de base sont les mêmes, et aussi d'ailleurs, les marques de luxe qui sont les plus raisonnables ont recruté des gens qui venaient de chez Intermarché, de chez Carrefour et de chez je sais pas quoi, les Docs de France, parce que si vous voulez, il y avait des réflexes dont eux avaient besoin et qui devenaient absolument essentiels et que ces gens-là avaient. Donc c'est comme ça que je suis venu là et je suis content de ce retour qui m'amène à mon business, à ma formation d'origine. Voilà, tout à fait. Moi, je peux tout à fait confirmer ça. Hein. Il y a quelques années, un ami qui travaillait aux Galeries Lafayette a été chassé par une grande marque de luxe italienne pour devenir patron de la France. Et il me dit, mais Michel, mais pourquoi moi, hein? Enfin, moi, je viens des Galeries Lafayette. Hein. Je connais rien à la mode, je connais rien à la création. Et je lui ai dit, mais c'est simple. Hein. C'est simple. Ce qu'ils te demandent, en fait, c'est ils ont besoin de tes compétences de commerçant. Parce que tu verras, leur boutique, c'est assez approximatif. Bon. Et effectivement, ce qu'on a constaté, et lui-même l'a constaté, c'est que tous les process que les marques de retail, que la distribution connaissent en matière de formation, en matière de carrière, en matière de gestion de stock, tout ça, en matière de choix de localisation, tout ça, c'était des choses qui étaient une grande découverte pour les marques de luxe. Bon. Donc, il y a une très forte convergence là sur les basiques. Maintenant, pour aller au-delà et regarder à l'avenir, moi, je pense aussi qu'il y a un enjeu fondamental pour toutes les marques, et pas seulement pour le luxe, qui est l'omnicanal. Le livre qui a fait la shortlist avec nous sur les DNVB, en fait, nous parle de marques digital native qui sont nées sur Internet. Bon, ce qui est passionnant, c'est de regarder que ces fameuses DNVB qui ont chanté sur tous les tons qu'elles maîtrisaient le digital et qu'elles n'étaient que dans le digital, progressivement vont vers le physique. Bon, et ouvrent toutes les unes après les autres leur point de vente physique. Bon. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Alibaba, qui a fait tout son succès sur le digital, en fait, aujourd'hui, investit depuis 5 ans dans des supermarchés et crée des supermarchés. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train et sous le nom de ce que les Chinois appellent le New Retail, qui est en fait l'intégration du offline, du online et de la chaîne, la supply chain. Bon, et des data, bien sûr. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est celui-là pour tout le retail, hein, toutes les marques, quelles qu'elles soient, qu'on soit qu'on vienne du physique, qu'on vienne du digital, c'est comment est-ce qu'on gère l'omnicanal.
C'est parce que la vraie question, et moi je le constate tous les jours en tant que chef d'entreprise, hein, parce que Michel et moi, on a cette particularité, c'est qu'on dirige aussi les entreprises, et d'ailleurs tous les deux dans la parfumerie, on constate la même chose, c'est que vu du client, vu du consommateur, eh bien, on veut quelque chose de complètement seamless, de quelque chose qui, on ne voit pas la différence, on passe sans arrêt dans le voyage client du digital au physique. Et ça, il y a des enjeux Oui, j'ai fait phénoménaux. le test, oui. Il y a des enjeux phénoménaux, du coup, d'intégration. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que, comme je vous disais, l'univers de luxe, je n'ai jamais approché en tant que professionnel. Et je pense quand même que c'est un univers où je vais couper le caméra. de rêve, de réenchantement, de la notion de la marque, l'identité de la marque, son unicité sont plus qu'ailleurs importants et légitimisent cette appartenance au luxe et à la sélectivité. Et donc j'ai du mal à voir que le digital peut, évidemment, il va venir prendre le relais, mais il n'est que au service du physique. Il peut pas être à part égale, parce que je vois pas comment on peut arriver à créer cet univers du luxe qui est celui du rêve sur Internet, j'y crois pas trop. Ah ben, détrompez-vous. Non, tu réponds, Michel. Vas-y, Michel, vas-y. Non, mais je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a une étude de McKinsey et qui s'interroge, et la question c'est comment est-ce que les gens achètent, si vous voulez, aussi bien dans une boutique qu'online. On s'aperçoit qu'un Français, avant d'acheter un sac, on va prendre un sac Chanel pour simplifier, avant d'acheter un sac Chanel, il a eu 7 contacts produits en moyenne. C'est-à-dire qu'il a eu en général 3 contacts online, il est allé regarder sur Internet, ce qu'on fait tous pendant le week-end, et il a eu 4 contacts physiques. Il s'est baladé un jour à Vienne et il est entré chez Chanel, il a regardé un sac. Et puis ensuite, il l'a regardé sur Internet à Paris. Et puis ensuite, il est allé dans une boutique à Paris où il a été bien ou mal reçu et il est sorti sans sac Chanel. Et puis ensuite, un beau jour, il a décidé d'acheter un sac Chanel et il va l'acheter soit un vendredi soir sur Internet ou soit le samedi matin dans une boutique. C'est-à-dire qu'en effet, souvent les gens disent « Ah, mais Internet, ça peut pas fonctionner, le online, ça peut pas fonctionner pour une marque de luxe parce que le client, il a pas le contact. » En fait, c'est l'inverse. Le client, avant d'acheter un sac Chanel, il a eu 6 contacts précédents. Et la question pour une marque de luxe, c'est comment je dois à tout moment offrir ces 2 opportunités et comment est-ce qu'il faut que sur ces 2 opportunités, je laisse la porte ouverte à chacun des 2. C'est-à-dire que si une vendeuse est désagréable chez Chanel quand un client sort sans achat, ça c'est un client qui ne va jamais acheter sur Internet un produit Chanel. Et l'inverse aussi, s'il ne comprend pas ce qui se passe ou si le prix n'est pas le même sur Internet qu'en boutique, il va être frustré, il n'achètera pas en magasin. Donc si vous voulez, aujourd'hui, l'inquiétude que les gens du luxe avaient au début a complètement disparu. Les gens réalisent que le business est complètement ouvert et le contact produit, il se construit petit à petit et il se construit. Alors je parle de 7 pour la France, mais les Chinois, ils ont 10 contacts avant l'achat moyen. Donc voilà comment ça se passe. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Oui, mais en fait, ma question était un peu en préambule. C'est avant ça, qu'est-ce qui fait qu'il va décider de regarder, peu importe en magasin ou sur Internet, un sac Chanel, justement? Alors ça c'est une question. Et c'est ça qui m'interroge. C'est est-ce que pour créer la notoriété de la marque Chanel et sa légitimité dans le monde du luxe, est-ce que l'Internet peut jouer ce rôle? Là, on arrive après. Chanel est connu, il a la notoriété, et on est juste en business. On n'est pas dans la construction de l'image de marque. Si je peux intervenir. Au moins, on te voit, toi, c'est plus simple. Ouais. Si je peux intervenir. En fait, la construction de la marque, je pense qu'il faut même regarder les choses de manière encore plus précise que ça. La construction de la marque, elle va se faire par la construction du désir. Et la construction du désir, il peut se faire en physique sur un défilé, hein, clairement, la haute couture.
Mais en même temps, il va se faire sur Internet, par les médias sociaux, par ce qui est posté sur Instagram ou sur Facebook, par les films faits par tel grand réalisateur qui sont diffusés exclusivement sur Internet et qu'on ne peut pas voir ailleurs. Parce que globalement aujourd'hui, c'est là que les investissements des marques de luxe se font en matière de communication. Donc le désir se construit en fait à la fois en physique, par la construction de boutiques extraordinaires avec des architectes extraordinaires, et puis avec des opérations qui sont faites exclusivement sur Internet. Bon, donc c'est en permanence une balance de construction du désir et de construction de l'image de marque. Ensuite, ce qu'on voit, on cite d'ailleurs dans le livre des études. Il y a des études qui sont tout à fait convergentes entre des études faites sur des marques de luxe et des études faites sur des marques, disons, upper mass, ou premium. Bon. Et qui montrent que quelqu'un qui est passé par Internet, quand il va en boutique, son panier moyen sera entre 16 et 20% plus important que s'il va directement en boutique. Ça, c'est hyper important. Et ça a une conséquence, c'est qu'on ne peut pas séparer les canaux. On peut pas les séparer. C'est pas parce les investissements qu'on va faire online ne débouchent pas forcément sur des ventes online. Elles vont déboucher sur des ventes en physique. Bon. Et donc, du coup, il faut des organisations nouvelles. Il faut des organisations où on ne sépare plus les ventes d'un côté et le marketing de l'autre. Les choses doivent se faire la main dans la main. Donc, ça a des conséquences énormes en termes d'organisation d'entreprise, en termes de système d'information. On pourrait en parler pendant longtemps, mais toutes les entreprises, qu'elles soient dans la distribution moderne, qu'elles soient marques de masse, qu'elles soient marques de luxe, ont les mêmes problèmes aujourd'hui avec ce problème de l'omnicanal mix physique et digital. D'accord. Écoutez, merci pour cet échange, c'est passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois de faire plus longtemps. Alors, je me permets, il y a une question dans le chat, ou peut-être Régine? Oui, j'en profite pour montrer votre prix que j'ai physiquement entre mes mains. Donc voilà, on vous le remettra dès qu'on aura l'occasion de se voir physiquement, justement. Donc le physique est encore utile. Tout à fait. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. C'est un grand plaisir. Et encore toutes nos félicitations. Je me permets de rebondir. Il y a une question dans le chat que vous ne voyez pas, que je permets de relayer. Sandrine Cadena nous demande quelle est la part du commerce, du e-commerce dans les produits de luxe. Alors, on a écrit qu'en 2025, ça représentera 25% du chiffre d'affaires d'une marque de luxe. Le chiffre actuel est de 10%. Évidemment, l'année 2020 sera un petit peu particulière parce que je pense que le premier semestre, pour certaines marques, ça a été 80%. Mais probablement qu'il y a eu une accélération et que en 2021, on devrait être à 12-15%. Mais je pense aussi que ça va accélérer le passage sur Internet, et que pour certaines marques qui ont compris effectivement toute l'importance du digital, on va aller beaucoup plus rapidement vers les 25, voire pour certaines 30%. Mais jamais, et je pense que au grand jamais, ne jamais croire ceux qui vous disent que tout va passer par Internet. Alors, il y a un enjeu, mais on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais si vous voulez, il y a un enjeu qui est très essentiel, c'est qui, dans 5 et 10 ans, va gérer l'activité online? Est-ce que ça va être des grands magasins digitaux, du type Amazon, ou bien est-ce que ça va être les marques elles-mêmes? Et il va y avoir une course de fond qui est partie pour savoir si Chanel va rester Chanel même en digital, ou bien si le business va basculer avec une partie en boutique gérée par Chanel et une partie online gérée par Alibaba. Et ça, c'est le grand sujet et c'est le grand défi pour les marques de luxe pour les 5 prochaines années. Et si vous me permettez, je voudrais rajouter, et ça vaut pour tout le monde, ça ne vaut pas que pour le luxe. Moi, personnellement, mon conseil, c'est n'outsourcez pas votre marketing digital ni vos opérations digitales. Gardez-les en interne, contrôlez-les.
parce que c'est le seul moyen de contrôler ce qui va être l'avenir et où votre chiffre d'affaires et votre marge va se faire dans l'avenir. C'est là où vous contrôlez votre image. C'est extrêmement important. Bernard Arnault disait contrôler la distribution, c'est contrôler l'image pour le luxe. Ça veut dire que contrôler la distribution, c'est contrôler la distribution physique. À l'époque, c'était physique, mais physique et digitale. Et je pense que ce qu'il dit est valable pour tout le monde. Il y a un autre exemple de ça, puis on va s'arrêter là, parce que si vous voulez, c'est Kering. Kering, vous savez qu'ils ont à la fois la marque Gucci, la marque Saint-Laurent et la marque Bottega Veneta, entre autres. Ils ont passé un accord avec net-à-porter.com pour la distribution digitale de leurs produits de façon mondiale. Mais ils ont donné cet accord exclusivement sur Saint-Laurent et Bottega Veneta. Et ensuite, ils ont gardé la distribution digitale directement pour Gucci, de façon à avoir à la fois au niveau des coûts, ils peuvent remarquer quels sont les coûts chez un opérateur digital extérieur et chez eux, et dans 5 ans ou dans 10 ans, ils basculeront 100% d'un côté ou 100% de l'autre, mais ils veulent surtout pas se couper de l'effet d'expérience et de la compréhension du système digital et logistique direct leur appartenant. Très bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors ça fait écho à la table ronde de ce matin, que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, est disponible en podcast très prochainement, et notamment au propos de Thomas Métivier, qui est directeur toujours de la marketplace de Cdiscount, et de Julie Villet, directrice de l'UR Lab de Unibail Rodamco Westfield, des centres commerciaux, et qui ont montré aussi cette étanchéité croissante entre le monde physique et le monde virtuel, et la manière dont les business models et les fonctions des lieux évoluent pour intégrer cette combinaison croissante. Donc, c'est tout cela est tout à fait cohérent. Très bien. Merci vivement, Alexandra Boutelier, pour cette vision. Merci vivement aux auteurs, et encore bravo pour ce prix du meilleur ouvrage en distribution.